Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de Nopiden, la matinale de la bonne humeur, de la bonne information et surtout cette matinale-là qui apporte un peu de lumière dans votre réveil. Et je suis comme tous les matins avec la plus précieuse des Akwehonou. Bonjour. Bonjour Alain Sochoumé. Amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes déjà au rendez-vous. J'espère que vous également, à la maison, vous êtes bien assis, vous êtes confortablement installés donc pour suivre votre matinale Nopiden. Mesdames, Messieurs, vous savez que Nopiden, c'est aussi de la bonne musique. Et ce matin, en toute exclusivité, vous allez reconnaître un visage dans ce clip-là. Et elle s'appelle donc Clara Maz. Elle nous fait l'amitié et l'honneur de bien vouloir partager avec vous en première diffusion sur cette émission, La complainte des esclaves. Et juste après Clara Maz, mesdames, messieurs, on va faire le débat matinal qui porte ce matin donc sur cette envie, je dirais même ce risque que certaines personnes prennent de démissionner sans aucune précaution pour se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Est-ce une bonne chose? S'il faut le faire, n'y a-t-il pas des conditions à prendre des précautions, à prendre avant donc de se lancer? On va en parler dans cette émission précieuse. Et avoir une maison toujours propre et bien rangée n'est pas chose facile. Les femmes en savent quelque chose. Aujourd'hui, dans Astuces, je vais vous livrer quelques astuces pour désormais mieux le faire. Mesdames, Messieurs, et nous allons très bien ranger cette émission en commençant par les merveilles du Bénin. Nous vous l'annoncions en introduction, en toute exclusivité dans le clip du jour. Aujourd'hui, nous recevons une grande dame, une grande voix de la musique béninoise. Vous allez reconnaître ce visage qui se cache derrière le surnom Clara Maz. Bien sûr, on laisse les téléspectateurs découvrir, on revient juste après.
sur ce plateau, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, il s'agissait bel et bien de madame Claire Ougan-Aïmona, une inconditionnelle de ce plateau, l'une des personnes ressources de cette émission. Oui, elle a aussi cette corde à son arc et cela lui va très bien, la complainte des esclaves. Bien sûr, avec le grand Sagbouran Danialou, l'homme orchestre, comme on l'aime l'appeler. Absolument, une très belle collaboration, ce qui montre que, en réalité, mesdames, messieurs, lorsqu'on se donne la main, on peut arriver à faire des grandes choses. Et ce que nous allons faire tout de suite, vous le savez très bien, ça va être le débat matinal. Mesdames, Messieurs, nous sommes dans un monde où c'est un euphémisme de dire, disons, je dirais même, c'est un secret de polichinelle de dire que les choses vont de mal en pire et que la crise s'installe de plus en plus. Pour s'en sortir, certaines personnes, malgré leur situation professionnelle plus ou moins aisée, où ils sont tranquilles avec un salaire conséquent, décident d'abandonner tout pour se mettre à leur propre compte. Ces personnes, mesdames, messieurs, veulent être leur propre patron, leur propre boss, comme le dirait l'autre. Et parfois, sans prendre aucune précaution, elles se lancent dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Elles démissionnent donc de l'actuel emploi pour se lancer donc dans le business, quitte parfois à connaître une mésaventure qui ne dit pas son nom. Est-ce qu'il ne serait pas plus sage de prendre certaines précautions avant de démissionner de son emploi? Ne serait-il pas plus indiqué de sonder vraiment le terrain et savoir à quoi cela pourrait aboutir avant de sacrifier son travail et sa place dans une entreprise? Toutes ces questions, nous allons les poser à nos invités qui sont déjà sur le plateau. Bien sûr, ce matin, donc, nous sommes avec Martial Fadéon. Vous êtes salarié et en face de vous, nous avons Samson Damassé. Vous êtes entrepreneur. Au téléphone, Alain Sochoumé, nous serons avec Nicolas Gbossou. Il est cadre reconverti. Eh bien, merci d'avoir planté le décor. Nous sommes donc en plein dans « Et si on en parlait ?» Monsieur Fadéon, dites-nous, vous qui êtes salarié dans une entreprise de la place, au jour d'aujourd'hui, au vu de votre situation professionnelle, seriez-vous prêt à partir sur un coup de tête, disons-le comme ça, pour rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat? Merci, monsieur le journaliste. Je tiens d'abord à vous dire bonjour. Merci, bonjour madame la vous. journaliste et bonjour à nos téléspectateurs. Alors, très belle question. Je serai prêt à partir. Je réponds directement, je serai prêt à partir parce que à un moment donné, je pense que quand on a une raison bien fondée, il faudra mettre un point et passer à autre chose. Et cette autre chose serait d'aller travailler à mon propre compte. C'est quoi cette raison fondée, cette raison bien fondée dont vous parlez? Très bien. Alors, à un moment donné, moi je dis, quand on subit sa propre pression, il est plus facile pour soi de l'accepter que quand on subit la pression de quelqu'un d'autre. Et lorsque vous travaillez, que ce soit le fonctionnariat ou lorsque vous travaillez dans une entreprise privée, de toute façon, lorsque vous êtes sous les ordres de quelqu'un, d'un boss, si vous voulez qu'on le dise comme ça, il y a forcément que vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre à des moments donnés dans vos pensées, dans vos actions. Parce que celui qui a son entreprise, celui qui a sa maison, a une ligne directive, a des objectifs à atteindre. Ces objectifs peuvent parfois ne pas rencontrer votre accord en tant qu'employé ou salarié dans l'entreprise. Mais vous êtes bien obligé de faire avec parce que ce n'est pas au départ votre idée, c'est l'idée de quelqu'un d'autre pour aboutir à un point B. Donc déjà, ce manque de liberté, cette absence de liberté peut amener à démissionner et à passer à créer une entreprise, une activité, un métier qui est pour soi et à subir sa propre pression.
Là, on la sent moins. Okay. Samson Damasset, vous avez pris le risque. Vous êtes aujourd'hui à votre propre compte dans une entreprise. Dites-nous, est-ce que vous regrettez ce choix? Alors, bonjour madame, bonjour monsieur le journaliste. C'est nous qui vous remercions. Oui, merci d'avoir posé cette question. Moi, je vais répondre juste que je ne vais jamais regretter. Je ne regrette pas et je ne regretterai point. Vous pouvez vous redresser, hein? Non, laissez le micro. C'est bon? Redressez-vous, voilà, ça va, il n'y a pas de souci. Je ne regrette pas et je ne vais jamais regretter. Puisque subir les pressions d'autrui, moi personnellement, ça m'agace. Je préfère gagner moins que ce que je vais gagner chez l'individu lambda et faire de ce que je veux pour atteindre un objectif bien fixé que de travailler dans l'objectif d'autrui. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. D'accord. Oui, c'est ma décision à moi. Moi, je ne vais pas regretter le fait que j'ai démissionné pour entreprendre, pour être aujourd'hui à mon propre compte. Mais monsieur Damasset, dites-nous, vous avez donc été salarié. Oui, j'ai été salarié. Et vous avez démissionné pour vous mettre à votre propre compte. Qu'est-ce qui a été le déclic de cette démission et comment vous y êtes préparé pour démissionner? Est-ce que vous avez juste démissionné parce que votre patron vous agaçait, puisque vous avez parlé d'agacement, ou bien vous avez bien préparé votre coup avant de partir? Merci pour la question, monsieur le journaliste. Avant toute démission, il faut préalable une préparation. Si tu ne fais pas cette préparation à l'aval, en amont, pardon, et tu, d'un coup, du jour au lendemain, tu as démissionné, c'est que tu vas, je dirais, huiler les... Parce que autrefois, tu as des charges. Et c'est surtout sur ce salaire que tu gagnais, que tu comptais pour subvenir aux besoins de ta petite famille, ou en tout cas, toutes les charges que tu as au cours. Vous voyez un peu. Maintenant, du jour au lendemain, tu as cessé. Ça veut dire que tu n'as plus le salaire. Et qu'est-ce que tu veux faire? Tu dis que tu as ton propre compte qui va te ramener quoi automatiquement pour que les charges que tu as au dos déjà, tu peux les supporter. Vous voyez un peu? Donc, avant toute démission, il faut d'abord, au préalable, faire une préparation. Si tu ne fais pas cette préparation et tu démissionnes, c'est que tu vas penser entreprendre, mais tu ne peux pas réussir comme ça. D'accord. Au téléphone, nous avons Monsieur Nicolas Bossou. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes toujours en ligne. Vous avez écouté nos deux invités. Votre réaction? Oui, bon, j'ai bien écouté surtout le second invité. Oui, bon, je pense qu'il a tout dit, puisqu'il a pris une décision. Je parle du salarié qui est désormais à son propre poste. Il a dit qu'il a bien préparé la démission et que toute démission doit être précédée d'une préparation. Quand il s'agit de l'entrepreneuriat, celui qui parle d'entrepreneuriat, c'est qu'il pense directement au risque. C'est quelqu'un qui est capable de faire à des risques. C'est quelqu'un qui a la capacité de faire face à la concurrence. C'est quelqu'un qui a une certaine confiance en lui. C'est quelqu'un qui est d'abord et avant tout persévérant. Donc, si déjà il dit qu'il y a une préparation, cela suppose qu'on doit. On ne peut pas le soutenir dans ce sens-là parce qu'on ne peut pas devenir riche si on est salaire. Monsieur Bossou, dites-nous, quels sont les éléments dont on devrait tenir compte dans cette préparation-là lorsque l'on a l'intention de démissionner pour se mettre à son propre compte? Oui, le premier élément, c'est, comment nous appelons ça, c'est l'idée. Quelle est l'idée d'entreprise que lui-même a? S'il a dit qu'il est fatigué de subir la pression de quelqu'un d'autre
il est parti de travailler dans l'objectif de quelqu'un de ça suppose qu'il a une idée. Et lorsqu'on a une idée, il faut maintenant commencer à faire des investigations pour s'assurer que cette idée-là va être mise en œuvre. Investigation dans quel sens? Il y a deux créneaux. Le premier créneau, c'est que le besoin existe. Il est satisfait dans l'environnement, mais pas totalement. Il y a des gens qui certainement ne sont pas satisfaits de la façon dont le besoin est satisfait. Le second créneau, c'est que le besoin existe. Les personnes vont aller dans le secteur. Ok, vous pouvez vous insérer. Lorsque l'idée, vous faites, vous analysez ce problème-là et le problème ne se pose pas, je pense qu'il faut maintenant aller sur le terrain. Ça, c'est l'étude de marché personnelle. Et quand on parle d'étude de marché, on parle à ce que nous appelons le marketing. Tout à fait. Oui. Celui qui dit marketing, dans un premier temps, il faut faire le diagnostic. C'est vrai que c'est une bonne association. Il faut forcément faire le diagnostic, identifier les forces et les faiblesses. Et ça, on a fait un diagnostic interne, et les opportunités et les menaces de l'environnement. Et c'est ce qu'on appelle le diagnostic SN. Oui, mais monsieur Le diagnostic est bien établi. Je pense que vous pensez que nous avons le droit d'en faire. Monsieur Bonsou. Monsieur Bonsou, Oui. vous avez mis votre téléphone sur haut-parleur? Oh, oui. Non, merci de l'enlever de main libre. Comme ça, la communication sera encore plus fluide. Voilà. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Loin de toutes les théories que nous avons apprises à l'école, dans l'environnement qui est le nôtre aujourd'hui, de façon concrète, est-ce que vous pensez que l'identification du besoin, l'existence du besoin et le désir de l'entrepreneur de satisfaire ce besoin, ces deux éléments suffisent pour se lancer dans l'entrepreneuriat en ne tenant pas compte forcément de la satisfaction optimale des potentiels clients? Non. Bon, quand vous parlez de la satisfaction de l'entrepreneur, ce n'est pas de la satisfaction de l'entrepreneur. Non, la satisfaction optimale des clients, des potentiels clients. Je n'ai pas parlé de l'entrepreneur. C'est ce que je dis depuis. Quand vous parlez de la satisfaction des clients, mais quand je parle d'études de marché, il y a un questionnaire qu'on doit administrer aux potentiels clients. Et sur ce questionnaire, les questions bien définies dans ce sens-là doivent être mentionnées. Et c'est au regard des réponses obtenues à ces questions-là qu'on peut prendre une décision. Ce n'est pas ce dont je parle. Il ne s'agit pas de la théorie. D'accord, ok. Vous ne pouvez pas aller vous implanter dans un secteur sans faire une étude de marché en bonne et due forme. Monsieur Bonsou, ce que nous allons faire maintenant, c'est de vous inviter à garder la ligne. On va revenir sur le plateau avec nos autres invités, quitte à vous retrouver dans un instant. D'accord. Monsieur Martial Fadéon, vous avez écouté notre invité en ligne. Il disait donc tout à l'heure que quand une étude du marché, quand l'étude du marché est bien faite, oui, qu'il y a probabilité de réussir et tout, mais est-ce que ça ne reste pas quand même un risque? Bien évidemment, c'est un grand risque que l'on prend lorsqu'on se décide de quitter l'emploi que l'on a actuellement pour se lancer dans une activité qui est propre à soi. Nous avons commencé en amont à énumérer les causes. On en a énuméré la grande cause, je vais dire la raison fondamentale. C'est vrai qu'autour de cette raison, il y a d'autres raisons qui peuvent amener un employé à quitter son travail, son activité actuelle pour se mettre à son propre compte.
Et la finalité, c'est un grand risque parce que quand cela n'est pas préparé en amont comme cela se doit, vous allez vous retrouver dans le vide. Et je pense que c'est pour éviter ce vide-là, c'est cette peur du vide-là qui fait que malgré soi, on reste dans l'activité, on continue de faire ce qui ne nous plaît plus à un moment donné. Parce qu'on a peur de se retrouver dans le vide. On a peur d'échouer. On a peur d'échouer. Et ce n'est pas facile sous nos cieux de quitter un emploi que vous avez actuellement qui vous nourrit, qui nourrit votre famille, qui fait que beaucoup ou toute la famille porte son espoir en vous, de quitter cette activité du jour au lendemain et de se retrouver à faire une activité à zéro, je vais dire pratiquement. Lorsque cela n'est pas préparé en amont, il n'y a pas une garantie de réussite. Même quand c'est préparé en amont, le monde de l'entrepreneuriat, ce n'est pas un monde où on connaît la destination finale où l'on va. C'est un risque forcément qu'il faut prendre, mais moi je continue de dire c'est un risque qu'il faut prendre à un moment donné. Et moi j'ai envie d'ajouter, mais qu'est-ce qui vous retient vous? Très belle question. Alors on va dire c'est toujours la préparation. Il faut préparer sa démission. Il faut prendre le temps de mûrir l'idée. L'autre invité au téléphone l'a dit, Monsieur Monceau l'a dit, il faut avoir une idée claire et précise dans sa tête. Lorsque vous allez quitter, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer par quel point pour finir à quel point, même si on n'est pas sûr du point où la destination. Oui. L'autre chose est que, enfin, l'objectif, ce n'est pas que vous étalez votre vie privée ici, mais une fois que vous êtes sur la place publique, la télévision étant une place publique, exactement. Et que là, maintenant, vous êtes salarié dans une entreprise et que votre patron, ce matin, est en train de suivre cette émission et se dit, mais M. Fadéon prépare en douce peut-être sa démission, il est en train de se préparer pour partir, il ne m'avertit pas. Quelle disposition l'entreprise devait alors prendre et quel délai devriez-vous raisonnablement donner à l'entreprise pour mieux vous préparer, pour que votre place, une fois que vous partez, ne soit pas vide dans l'entreprise aussi? Je pense que si mon patron ce matin me regarde, ce qui est probable. Ouais, exactement. Il ne serait pas dérangé que je m'en aille à un moment donné. Parce que quelqu'un qui travaille pour vous et qui à un moment donné ne trouve pas une certaine satisfaction. Et quand on parle de satisfaction, ce n'est pas forcément une satisfaction financière. Vous pouvez être bien rémunéré, bien payé pour une activité pour laquelle à un moment donné, vous ne vous sentez plus. Le burn-out par exemple, l'épuisement physique, l'épuisement mental. Votre épanouissement n'y est pas. N'y est plus, il faut partir. Et quand vous ne partez pas, ça n'arrange pas l'entreprise. Surtout quand il s'agit d'une entreprise privée. Parce que vous n'êtes plus productif. Et quand vous n'êtes plus productif, c'est comme s'il sort de l'argent chaque fin du mois pour vous payer, alors que vous ne lui apportez pas grand-chose. Donc, le patron qui est conscient de cela à un moment donné serait ravi de vous voir partir. Et pour partir, c'est que lorsque le contrat est bien clair, vous avez quand même un préavis que vous déposez. Ça, c'est clair. Le temps à l'entreprise de préparer votre départ, de trouver quelqu'un à mettre à votre place quand vous allez libérer cette place-là. D'accord. Oui. On va à présent suivre, c'est la tradition dans cette émission, l'impression et l'avis de quelques citoyens béninois rencontrés par Oseni Adeleke dans les encablures de Cotonou. L'homme humain que nous sommes, nous cherchons toujours un milieu où c'est plus juteux, au fait. Donc si je trouve une opportunité qui est mieux adaptée à ce que je vivais avant, pourquoi ne pas essayer? Je vais essayer, je vais y aller. Si, disons, les circonstances dans lesquelles je travaillais pour le premier boulot ne me sont pas favorables et que le second boulot, ces circonstances-là me sont favorables, je préfère démissionner et embrasser l'autre boulot. Si les conditions les conditions de travail de l'autre boulot sont plus mieux que ce qu'on me propose ici, c'est facile parce que imaginons que je gagne 50 000 ici et de l'autre côté, on me propose quelque chose de 100 000 avec des conditions plus favorables, je démissionne. Avant de démissionner, il faut être quand même être rassuré que là-bas, le nouveau va marcher. Moi, en tant qu'économiste, je ne peux pas dire c'est facile, je ne peux pas dire c'est difficile. Tout ce que je peux dire là, c'est que j'ai 50% de chance pour mon entreprise dans laquelle je suis et 50% de chance pour pouvoir travailler ailleurs. Si j'évalue correctement et puis je vois que l'opportunité que j'ai de l'autre côté, là-bas c'est mieux et puis ici c'est un peu là. Je peux toutefois, mais pas
pas brusquement. Je dois parler avec mon patron, je vais parler avec lui, il va essayer de me comprendre. Je dois tout faire pour qu'il me comprenne. Là, au moins, je quitte cette entreprise, on saura que vraiment, elle a vraiment été utile pour notre entreprise. Et je pourrai partir là-bas sans crainte. Oui, on cherche là où c'est mieux. Mais avant d'abandonner là où j'étais, je dois d'abord savoir si, bon, est-ce que c'est l'opportunité que je veux, c'est-à-dire à laquelle je veux me prendre là, est-ce que l'opportunité là, ça ne va pas me créer de problème, c'est-à-dire prochain, c'est-à-dire dans l'avance quoi. Donc avant d'aller vers cette opportunité, je dois d'abord l'analyser et voir si, bon, c'est vrai, toutes les opportunités ne sont pas bonnes, c'est-à-dire à en profiter. Donc c'est bien, mais ça a un côté, c'est-à-dire que si on explique, bon, le mieux c'est de rester là où on était. Mais comme tout le monde cherche le meilleur, bon, je préfère, c'est-à-dire aller vers une nouvelle opportunité pour découvrir mieux. Bon, ce n'est pas facile, hein, mais en tant qu'économiste, je vois si je peux prendre un petit bref de temps et faire des calculs pour pouvoir voir le coût d'opportunité que je peux avoir là. Si c'est avantageux, je peux abandonner, dire au patron et me démissionner. Bon, dans notre cas, si j'étais passionné du travail que je faisais, je ne peux pas abandonner si facilement. Retour sur ce plateau. Monsieur Damasset, dites-nous, vous vous êtes préparé, vous êtes aujourd'hui à votre propre compte. Est-ce que l'espoir que vous avez nourri dès le départ, en créant votre entreprise, en démissionnant, est-ce que cet espoir a été vraiment, est-ce que les promesses ont tenu, est-ce que les fruits ont tenu les promesses des fleurs? Aujourd'hui ou à l'heure que nous parlons ici maintenant, monsieur le journaliste, je ne peux pas dire que les fruits n'ont pas tenu les promesses des fleurs. Mais il faut vous dire que l'entrepreneuriat, qui veut n'est pas entrepreneur. Il faut avoir d'abord l'esprit d'entrepreneur. Vous voyez un peu? Donc, quand tu as peur à l'échec, tu ne peux pas entreprendre. Quand tu as peur des défis, tu ne peux pas entreprendre. Quand tu ne sais pas définir des objectifs précis dans ton cahier de charge, et tu t'acharnes pour l'obtention ou l'atteinte de ces objectifs, tu ne peux pas entreprendre. Mais l'atteinte d'un objectif n'est pas du jour au lendemain. Peut-être sur le chemin de l'atteinte de cet objectif, tu peux rencontrer des obstacles que tu vas toujours te préparer pour les affranchir un à un. Vous voyez un peu? Et dans le monde d'entrepreneuriat que nous sommes aujourd'hui, surtout au Bénin, ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour les enfants. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que ça signifie que ce n'est pas un monde pour les enfants? Ce n'est pas un monde pour les enfants parce qu'un enfant a toujours envie de ses parents. C'est-à-dire est sous la protection de ses parents. Mais le monde entrepreneurial béninois, c'est comme une jungle, vous voulez dire? C'est ce que je te dis, mon frère. Demandez-vous, dans votre marche, quelle a été votre plus grande difficulté? Ma plus grande difficulté dans mon démarche, en tout cas dans mon cursus entrepreneurial, c'est, comment on appelle, comment je vais faire, c'est-à-dire pour atteindre la masse de clientèle. Ça, c'est mon plus grande difficulté, ma plus grande difficulté. Que jusqu'à l'heure où je vous parle maintenant, je travaille toujours à cet effet. Que vous prenez pour surmonter cette difficulté majeure dont vous parlez? Je me suis lancé d'abord dans plusieurs autres formations. Hormis mes formations de base entrepreneuriale, je me suis lancé dans plusieurs d'autres formations, comme les formations en marketing digital, comme le marketing action commerciale. Tout ça là maintenant, aujourd'hui, m'aide à agrandir mon cahier clientèle, c'est-à-dire mon portefeuille clientèle. C'est un peu ça. Donc, je me suis lancé d'autres formations. Parce que l'entrepreneuriat, c'est qu'on ne cesse jamais de se faire former. Parce qu'aujourd'hui, ce portable, je suppose, qu'une personne lambda l'a fait. Si il s'est arrêté juste à la création ou bien à la conception de ce portable, demain, quelqu'un d'autre va réfléchir plus profond que celui-ci
Oui. Et sortir encore autre portable, peut-être avoir la même morphologie, mais plus sophistiqué que ça là. Ça veut dire que lui maintenant, il devient son concurrent et celui-ci est en train de perdre comme ça sa base clientèle. Vous voyez un peu, donc c'est comme ça dans l'entrepreneuriat. Il faut toujours avoir soif de connaître, c'est-à-dire il faut être très curieux dans l'entrepreneuriat. Si vous n'êtes pas curieux, pour pouvoir réussir. Oui, vous ne pouvez pas réussir. D'accord. Monsieur Nicolas Bonso, nous revenons à vous. Dites-nous un peu, quand on a une situation professionnelle tranquille, où tout va bien, quel devrait être le degré de soif qui devrait nous, disons, nous entraîner à démissionner complètement et à entreprendre. Dans un deuxième temps, est-ce qu'il est possible, dans cette préparation-là, de toujours garder son emploi pendant que l'autre entreprise est à sa phase de naissance? Oui, moi je propose. Oui. Je propose l'individu en fait qui a une situation stable, assez calme tout de suite, il puisse garder aussi le calme. Comme je le disais tout à l'heure, pour mieux réfléchir afin de prendre une bonne décision. C'est de quoi il s'agit. Au-delà de tout, je vais parler d'idées, études de marché et autres. Il y a une partie que nous appelons aussi le financement. Tout à fait. Donc le financement peut se faire par l'épargne qu'on arrive à constituer sur le salaire. Donc c'est aussi une préparation, même si c'est stable aujourd'hui. On ne sait pas si c'est le travail pour ça. Il faut prendre le risque pour créer pour soi-même, puisqu'à un moment donné, si vous le vouliez ou non, vous irez à la retraite. C'est aussi une façon de créer une entreprise, c'est aussi une façon de préparer la retraite. Donc il ne faut pas dire qu'aujourd'hui, ça va être dormir sur les lauriers, il serait dangereux. Et c'est des situations difficiles à vivre pour des gens à la fin de leur carrière, lorsqu'ils sont admis pour faire valoir leur droit à la retraite. Donc, il n'y a pas de raison à dire je suis tranquille, mon travail est stable, je peux rester là, et puis après, je quitte là, il va. Oui, mais monsieur Bonso, dans le même temps, est-ce que tout le monde est appelé à entreprendre, à avoir une activité ou bien des activités à son propre compte? Si tout le monde entreprenait, qui va s'occuper des autres secteurs? J'avais donné les caractéristiques d'un bon entrepreneur. J'avais donné les caractéristiques d'un bon entrepreneur. C'est quelqu'un qui a d'abord le goût du risque. C'est quelqu'un qui a la capacité de faire face à la concurrence. Lorsque vous n'avez pas la capacité de faire face à la concurrence, ce n'est pas la peine. Je n'ai jamais dit que tout le monde doit entreprendre. C'est quelqu'un qui, comment je vais le dire, quelqu'un qui est persévérant, quelqu'un qui a une certaine confiance en soi. Il y a des gens qui ont permanemment peur. Celui qui a permanemment peur, il ne peut pas se mettre dans ça. Non, tout de suite, là, il va échouer. Parce qu'il ne va même pas vouloir mettre son argent dans ce qui ne maîtrise pas trop. Donc, c'est de ça il s'agit. D'accord. Donc, n'est pas entrepreneur qui veut, vous voulez dire? Non, c'est pas façon de entrepreneur. Non. Il faut avoir certaines qualités. D'accord. Il faut forcément certaines qualités pour entreprendre. D'accord. Martial Fadayon, tout à l'heure, on abordait les rapports avec les dirigeants, avec les patrons. Vous avez évoqué cet aspect de conflit qui pourrait exister dans l'entreprise et qui peut amener l'employé à démissionner. Selon vous, quels sont les rapports qu'on pourrait entretenir avec ses collaborateurs, avec son entourage quand même, pour qu'au travail, on soit au beau-fixe? Si je comprends bien, vous cherchez à comprendre le rapport qu'il doit exister entre l'employé et les collègues, les collaborateurs de l'entreprise, c'est ça? Oui, pour favoriser une bonne ambiance de travail. Ben, c'est déjà la rigueur, je vais dire la rigueur pour le travail. Parce que lorsque vous êtes dans une entreprise, vous avez un cahier de charges. Excusez-moi, vous avez un cahier de charges, vous avez des objectifs à atteindre. Ce qui doit préoccuper l'employé,
c'est déjà comment faire à chaque fois pour répondre à ce cahier de charges. Lorsque vous répondez à chaque fois à ce cahier de charges, je pense que avec et l'employeur et les autres collègues, vous ne mettez personne à mal. Tout va bien. Il y a aussi la bonne collaboration, le bon vivre en société, parce qu'une entreprise, c'est quand même et vous, et le chef, et d'autres, vous vivez ensemble, vous cohabitez ensemble. Donc, il faut respecter les principes de l'entreprise. Dans certaines entreprises, vous n'avez pas droit au téléphone lorsque vous êtes au travail. Cela, normalement, doit être respecté. Dans l'entreprise, dans certaines entreprises, il y a l'uniforme. Vous devrez mettre votre uniforme parce que c'est le principe de fonctionnement pour celui qui a créé son entreprise et qui vise à atteindre un objectif bien précis. C'est justement ça, à un moment donné, qui peut amener un employé à partir parce que il peut en avoir marre de ne pas toucher à son téléphone à un moment donné parce que peut-être pour répondre à des préoccupations familiales, nanana, donc mais là où il va dans l'entreprise, il va créer, d'autres vont également peut-être se sentir frustrés par rapport à certains principes de l'entreprise. Et c'est ces principes justement qui créent de la frustration qui à un moment donné peuvent amener un employé à partir et à se dire il vaut mieux que je travaille pour moi-même. Il vaut mieux que j'ai ma liberté, que je me lève quand ça me plaît et que je m'assieds quand ça me plaît. Parce que je sais qu'en me levant à 9h, je vais m'asseoir à 18h, cela me permet de gagner ci et ça. Plutôt qu'on m'oblige à me lever à 7h alors que... Dites-nous, le salarié s'est préparé, il a pris toutes ces dispositions qu'il juge nécessaires pour pouvoir se lancer. Il se lance, quelque temps après, il remarque que c'est un échec cuisant, son entreprise. Ses économies sont parties entre-temps. Qu'est-ce qu'il fait? En prenant ce risque-là, qu'est-ce qu'il fait là maintenant? C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que qui veut n'est pas entrepreneur. Entreprendre, c'est ne pas rester aux mamelles. C'est qu'il faut avoir l'esprit que tu ne peux pas forcément entreprendre et gagner aussitôt. Non. C'est tout un processus. Tu peux entreprendre aujourd'hui et par la magie des choses, réussir facilement. Mais dans le même cas, tu peux entreprendre, échouer, réchouer. Par exemple, il y a une boisson qu'on appelle 7-Up. On ne va pas appeler des noms de boissons pour ne pas faire de publicité. Publicité, ok. Il y a une boisson peut-être que c'est la 7e fois que le promoteur a réussi, son entreprise a dit, c'est pourquoi il a mis cette marque-là pour cette boisson-là. Enfin. Vous voyez un peu? Donc, peu sont les entrepreneurs qui vont dire aujourd'hui que j'ai entrepris et j'ai gagné en même temps. Peu sont ces entrepreneurs-là. Donc, préparer peut-être la démission, démissionner, et tout ce que peut-être tu as préparé ou bien tu as mis en conséquence pour démarrer une entreprise, tu les as épuisés sans que tu n'as pas encore de retour subséquent. Donc, ce n'est pas dit qu'il faut maintenant ranger, clic et crac, ou dire je vais encore dans le fonctionnariat. Non. Alors, il faut persévérer. Monsieur Faria, ça tombe bien. Si au bout du rouleau, le gars ne réussit pas, quelle devrait être sa réaction? Est-ce que cela valait la peine de démissionner et tout? Est-ce qu'il faut revenir en arrière? C'est difficile de revenir en arrière. C'est déjà très compliqué de revenir en arrière parce que vous avez déposé une démission en bonne et due forme. Lorsque vous démissionnez selon les principes, selon les règles. Maintenant, lorsque vous démissionnez, vous partez comme ça, il y a ce qu'on appelle quand même la perte de confiance. Même si vous revenez 2 mois, 1 an plus tard. Mais il n'est pas dit que ce soit dans la même entreprise qu'ils reviennent, par exemple. Oui, non? Il n'est pas dit que ce soit dans la même entreprise. Mais lorsque vous démissionnez, que vous devrez reprendre encore à zéro dans une autre entreprise, avec une autre activité, sous les ordres de quelqu'un d'autre, moi je dis que c'est un échec total. C'est pour cette raison qu'il faut prendre le temps de mûrir son idée, de préparer la démission. On parlait tout à l'heure de comment cela doit se faire. Il y a le volet financement. Lorsque vous avez cette intention de partir à un moment donné, de vous installer à votre propre compte, il y a quand même qu'il faut épargner de l'argent.
de ce que vous gagnez actuellement, vous devrez savoir que dans 2 mois, dans 1 an, j'ai pas pour dans faire... 5 ans. Voilà, dans 5 ans. J'ai un projet pour 10 voilà, ans. j'ai un projet pour 10 ans. Le projet, il est bien élaboré dans votre tête. Vous savez que vous avez besoin d'un capital pour démarrer l'activité. À partir de maintenant, vous commencez à mettre de l'argent de côté, quitte à ce que, lorsque vous allez vouloir partir, que vous ayez quand même une garantie de pouvoir assurer votre survie. Je l'appelle comme ça, Oui, votre tout à survie. Sur une période donnée, ça peut être sur 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an. Ça dépend de comment l'activité va peut-être vite prendre pour permettre déjà de commencer à compenser le salaire que vous n'avez plus de l'autre côté. Donc, il y a cet aspect qui est super important. Et quand ce n'est pas bien préparé, j'avoue que vous allez vous retrouver dans le vide et c'est ce que vous craignez, vous refusez, qui finira par vous arriver parce que vous serez bien obligé d'écrire encore « j'ai l'honneur » pour aller demander emploi quelque part. Toujours à la préparation, mais Monsieur Samson Damassé, vous avez déjà fait l'expérience. Si vous devriez donner de conseils à quelqu'un qui a l'envie d'entreprendre, que lui diriez-vous? Conseil à quelqu'un qui veut entreprendre, c'est même pas difficile. L'entrepreneuriat, c'est une très bonne chose. Mais ne jamais avoir peur. Il faut persévérer. Tout simplement. Tout simplement. D'accord. Monsieur Bonso, on va lentement mais sûrement à la fin de ce débat. Si vous devriez donc conclure, quels seraient les mots de conclusion? Oui, pour conclure, on ne peut pas créer de la valeur réellement dans les entrepreneurs. Les entrepreneurs sont des créateurs de la valeur. Et on ne peut pas devenir riche et tolérer salarié devenir riche. C'est même pas possible. Donc, c'est d'apprendre réellement à se préparer pour le risque d'entreprendre, de rechercher une idée d'entreprise et prendre les dispositions pour que la puisse réussir. Si tout est bien préparé, c'est que l'échec, tel que vous l'expliquez là, ça ne doit pas arriver. C'est vrai, il peut y avoir des problèmes. L'entrepreneur, il monte, il descend, il monte, il descend. Mais s'il est déjà psychologiquement préparé, c'est qu'il n'y a pas qu'il a échoué. Merci. Donc, moi, je dis, tout le monde, il y a tous les salariés qui ont été de décider réellement et dans la décision, comme les dispositions de pouvoir s'entrer. Merci, M. Bosso, d'avoir partagé donc vos analyses avec nous. On vous souhaite une excellente suite de journée. Merci, monsieur le journaliste. Merci. Alors, M. Fadeyon, si vous devriez conclure, vous aurez quoi à dire? Le seul mot à dire, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'on ne se sent plus épanoui, lorsqu'on ne sent plus cette satisfaction qui peut-être au départ nous a amené vers une activité, vers un emploi, je pense que quand on sent au fond de soi qu'on a les armes qu'il faut pour confronter le monde entrepreneurial, parce que ce n'est pas un monde facile, il faut s'arrêter, créer une activité qui est propre à soi et subir sa propre pression. Mesdames, Messieurs, nous ne subissons aucune pression par ici, si ce n'est celle du temps. Et le temps imparti donc à ce débat est arrivé à expiration. Si vous avez envie d'entreprendre, c'est une très bonne chose. Je dirais même que c'est une excellente chose. Mais prenons le temps de nous préparer. Prenez le temps de vous préparer, quel que soit ce qui va se passer demain. Soyez sûrs que nous sommes tous des soldats au front et il n'y a pas de raison de reculer. Nous, on ne va pas reculer, on va juste marquer une petite pause et continuer la marche. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. S'ouvre à présent, mesdames, messieurs, la page, le grand boulevard, je dirais, de la culture. Et voici donc Us et Coutumes qui nous amène ce matin chez nos parents, les Bâtonnaux.
comprennent pas Kankangi, cet élément matériel de la culture Batono. Cet élément matériel qui est une tige, disons, d'environ 2 mètres, constituée, c'est-à-dire dont l'élément de construction est le cuivre. Le cuivre que nous voyons les gens souffler pendant des événements à la fois, disons, festifs, à la fois également douloureux dans, disons, la communauté Batono. Le Kankangi, vous le voyez plus fréquemment au niveau des cours royales. Au niveau des cours royales, d'aucuns parlent de musique, mais si ce que le Kankangi véhicule est de la musique, c'est alors la musique sacrée. Parce que sous le Kankangi, il y a beaucoup de messages qui sont véhiculés. Il y a beaucoup de messages, il y a le Kankangi, par exemple, c'est un instrument d'expression, de classification, de statut, disons. Lorsque vous écoutez le Kankangi, il y a les panégyriques que vous écoutez là. À travers ce qu'on peut appeler chanson, vous allez comprendre de qui on est en train de parler. Dans la société Batono, ce n'est pas tout le monde qui a droit au Kankangi. Ça ne se souffle pas à l'endroit de n'importe qui. Il y a d'abord, à l'origine, c'est les Wasangari. Les Wasangari, comme vous l'avez beaucoup de fois entendu, c'est la classe appelée la classe noble de la grande communauté Batono qui est composée de beaucoup de sous-groupes. Vous avez les groupes traditionnellement autochtones que les Batombo eux-mêmes appellent les vrais Batombo. Il y a eux, ils ne réclament pas le Kankangi et évitent même le Kankangi. Le Wasangari, lui, étant de la classe reconnue noble, c'est lui qui a droit au Kankangi. Seulement, en priorité, quand ça veut se faire, c'est à l'endroit d'abord de ceux qui ont un statut reconnu, le roi, comme on le dit, ceux qui sont sur la peau. Lorsque nous sommes dans la logique de la culture, il y a les rôles de chaque groupe. Nous avons les griots qui sont là. Nous avons les griots qui sont là. Et au niveau des griots, il y a encore des classifications. Ceux-là qui sont aussi des Kankangi. Ça, c'est un autre groupe. On ne se lève pas pour prendre un Kankangi et commencer par souffler. On peut les appeler griots, mais eux, quand ils soufflent, il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de chanson. Pendant qu'ils le font, le griot est à côté, il joue son rôle aussi. Le griot, lui, véhicule un message verbal. Ou, par exemple, il peut parler des hauts faits du sujet, les hauts faits de ses parents, les hauts faits de ses grands-parents. Un griot, à travers son message, c'est un homme de la morale. Une belle conclusion de ce numéro de Us et Coutumes, mais un griot par ses messages est un homme de la morale, un sage donc de la morale. C'est dit donc que dans nos sociétés traditionnelles, la morale continue et devrait continuer par occuper une place capitale au vu de l'environnement que nous avons aujourd'hui, au vu des faits
qui se déroulent dans notre société. Et aujourd'hui, il faut donc retourner à nos valeurs traditionnelles morales positives, n'est-ce pas, Madame Akweronou? Tout à fait, je suis absolument d'accord avec vous, Alain Sochoume. Et vous serez encore plus d'accord avec moi lorsqu'on parlera, mesdames, messieurs, de la propreté de la maison. Avant de retrouver Précieuse Akweronou qui va nous en parler, voici le jingle qu'il annonce. Comment maintenir la maison propre? Oui, le cadre de vie devrait être accueillant, bien propre. Et on dit le cadre de vie, quand on vit dans un cadre, il faut que cela nous vivifie, soit propre. Oui. Comment est-ce qu'on s'y prend? Que ce soit confortable. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas toujours facile. Les femmes ont comme l'impression que c'est une corvée. Et donc, pour vous aider ce matin à aller plus vite, éviter que cela, au lieu d'être une corvée, soit une tâche facile, j'ai ciblé pour vous quelques astuces. La toute première astuce, se laver les mains régulièrement. Par mesure d'hygiène, nous avons pris l'habitude de nous laver les mains plusieurs fois par jour. Et c'est une bonne chose parce que cela évite de transporter des microbes dans les différents endroits de la maison et on évite ainsi le contact des meubles et murs avec les mains sales. Autre astuce, faites la vaisselle au même moment que vous cuisinez. Essuyez évier et lavabo après utilisation. Instaurez également la règle de 10 minutes ou 15 minutes de nettoyage par jour. Cela va vous permettre de ranger les objets qui sont en vrac et de nettoyer également la table du salon. Autre astuce, rangez vos vêtements dans les corbeilles de linge sale. Placez ces corbeilles-là dans plusieurs pièces de la maison. Ça va vous aider donc à ranger au fur et à mesure les tenues qui sont sales. Eh bien voilà, il ne vous reste qu'à expérimenter toutes ces astuces-là pour garder la maison propre où il fait bon vivre. Mesdames, Messieurs, dernier acte de ce numéro de Nopenden, nous allons retrouver Clara Maz dans La complainte des esclaves, une belle musique qui rappelle ici à notre sens mémoriel la souffrance de nos ancêtres, de nos parents déportés, mais tout se remet en place aujourd'hui pour que hommage leur soit rendu. Afrique, là où nous allons, nous ne le savons pas, nous ne connaissons pas notre destination. Serions-nous de retour, nous l'ignorons. Et si nous ne revenions pas, Mère Afrique, daigne prier pour nous pour que nos descendants reviennent sur notre terre mère. C'est là le message central de cette belle musique, la complainte des esclaves. Et effectivement, au jour d'aujourd'hui, de plus en plus,
les descendants des esclaves reviennent, nos parents, nos frères reviennent sur la terre africaine pour rester en contact donc avec cette terre nourricière-là. Ce qui est sûr, nous avons pardonné, mais nous n'allons pas oublier et nous n'allons justement plus permettre que cela continue. Il faut donc que l'homme noir se lève et fasse en sorte que sa fierté demeure et reste respectable et respectée. Mesdames, Messieurs, ce qui est respectable et respecté, c'est la fin de cette émission. Précieuse Akweronou, nous avons pu donc donner à nos téléspectateurs une petite lumière matinale. Bien sûr, c'est avec plaisir que nous avons servi cette émission. Nous espérons que ces quelques minutes passées avec vous vont vous apporter donc du bonheur toute la journée. Et mesdames, messieurs, parlant de journée, nous vous la souhaitons heureuse et bien belle, quitte à vous retrouver très prochainement pour une autre célébration.